Chapitre 7. La mort en suspens. Cela faisait 2 ans, depuis l'attaque de Gneldwolf, que Jules Apéro était revenu vivre auprès de son père à la ferme Apéro. S'il lui arrivait parfois d'accompagner Serre Lavillers pour quelques emplettes ou pour aller voir ses anciens camarades, il préférait généralement rester dans la nature avec Fenrir. Le dresseur et son fidèle loup étaient inséparables, copains comme cochons. Leur complicité n'était que plus renforcée depuis qu'ils avaient convaincu le dragon de quitter la région. Bien évidemment, Jules s'occupait des animaux. Les chevaux, les loups, les griffons. Parfois, quand le goût de l'aventure lui reprenait, il partait quelque temps dans la montagne. En ce jour, tandis que son père était en voyage, Jules arpentait des sentiers qu'il connaissait très bien. Son objectif était de ramener du gibier. Et très vite, il remarqua des traces de pas, celles d'un lièvre. Il ordonna à Fenrir de suivre la trace avec son flair. Le loup s'exécuta. Quelques centaines de mètres plus loin, Jules trouva un terrier et à l'intérieur, il s'agissait d'une hase qui allaitait ses 8 petits. Si Jules était un très bon chasseur, il avait surtout un grand cœur. Alors, il laissa la famille de petits lièvres en paix, tout en espérant qu'ils grandissent vite afin de les bouffer plus tard. Puis Jules continua d'arpenter les bois. Il passa par un chemin pentu, lequel l'emmena au bord d'une petite rivière. C'était un coin qu'il connaissait bien pour avoir l'habitude de s'y reposer. Eh bien, c'était l'occasion. Jules s'adossa contre un arbre et se laissa bercer par l'écoulement de la rivière. Il se réveilla de longues minutes plus tard, devant le regard amusé d'un Fenrir trempé qui s'était amusé dans l'eau. Après quelques chamailleries entre l'animal et son maître, les deux repartirent sur le chemin du retour. Non loin de la ferme, Jules croisa sur son chemin un homme plutôt étrange qui progressait dans la direction inverse. Il dissimulait son visage sous un masque et une capuche. Jules repéra une paire de dagues à sa ceinture. L'homme marcha d'un pas plutôt déterminé et ne fit même pas attention à la présence de Jules, ni même de Fenrir. Il les dépassa comme s'ils n'étaient que des buissons. Jules, intrigué, se tourna pour l'observer quelques instants encore avant de reprendre sa route. Puis Jules entendit l'homme s'énerver. Alerté, le dresseur se retourna de nouveau dans sa direction pour apercevoir Fenrir qui lui ripait la jambe dans une tentative d'acte sexuel perdu d'avance. « Fenrir! Non! Arrête ça! Viens par ici, sale cabot !» Malgré les ordres de son maître, le loup n'écoutait rien et continuait de s'exciter sur la jambe de l'inconnu. « Putain de loup de merde, enculé de ta race !» hurla l'inconnu. Jules accourut et tenta d'extirper son animal, tandis que l'homme insultait copieusement le dresseur. Mais en voyant que Fenrir était toujours bien accroché, l'homme s'arma d'une de ses dagues. « Regarde comment je m'en débarrasse de ton clébard, moi !» Et il égorgea Fenrir, d'un coup net et précis. Le loup agonisa dans le sang sous le regard aveuglé de Jules. Pris de tremblement, entre peine et colère, Jules entra en fureur lorsqu'il entendit un petit rire narquois. Il se releva, prit sa hache et, dans un hurlement de fureur, l'abattit contre l'inconnu qui repoussa la charge d'un simple coup de poing qui propulsa Jules plusieurs mètres en arrière et percutant un arbre qui l'assomma. Jules se réveilla avec une sacrée migraine. Son premier constat fut que la nuit allait bientôt tomber, puis il se remémora les derniers événements lorsqu'il vit le cadavre de Fenrir à quelques mètres de lui. Jules ne put retenir ses larmes alors qu'il se recueillit auprès de son fidèle ami. Voulant lui offrir une sépulture décente, Jules attrapa son loup afin de le ramener à la ferme. Après une petite heure de marche qui lui parut une éternité, Jules arriva enfin à la ferme. Il pleurait son animal, repensa à tous les moments qu'il n'allait plus jamais revivre. Il passa alors par l'accueil principal, là où les visiteurs avaient pour habitude de se rendre. Et justement, il y avait un visiteur. Et ce dernier était tout simplement en train de déplacer un meuble pour jeter un œil derrière. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda Jules sur un ton sec. « Ah !» réagit l'homme surpris. « Oh, il me manque 2 pièces dans ma bourse, alors je pensais les avoir égarées ici. » Après un moment de flottement et face à la non-réaction de Jules, l'homme se présenta. « Je m'appelle Gaby Denflamme. Vous avez certainement un peu de temps à m'accorder. Je vais vous raconter mon histoire. » Issu d'une famille originaire de Groincourt, Gaby Denflamme voulait devenir soldat. Alors il s'engagea dans l'armée afin de participer aux grandes batailles. Mais Groincourt était une ville calme, sans grande richesse, et son dirigeant était un noble paisible qui ne cherchait pas le conflit. Il n'y avait finalement pas plus calme que Groincourt dans le Murder, aux grandes dames de Gaby qui rêvaient de devenir un héros. Ainsi, il dut se contenter d'être un simple garde, et son tempérament rebelle l'avait empêché d'être promu.
Peu apprécié par son supérieur, le général Lopin, il fut renvoyé par ce dernier pour divers problèmes de discipline. Gabi trouva refuge auprès de Padépédé, un commerçant qui s'était lancé dans un concept particulier dans le murder, qui était de déposer les achats de ses clients à leur domicile. Ainsi, Gabi était payé pour livrer des colis et ses aptitudes de soldat lui permettaient de traverser des endroits dangereux. Mais un jour, alors qu'il devait livrer un petit colis bien étrange à Madame de Pompaours, il fut attaqué par surprise par 6 bandits qui s'emparèrent du fameux colis. Sonné, Gabi ne put les stopper. De retour auprès de son employeur Padépédé, Gabi expliqua la situation. Furieux, Padépédé rétorqua qu'il était inadmissible de perdre un colis et qu'il ne sera pas payé tant que le colis ne sera pas livré auprès de sa cliente, Madame de Pompaours. Alors Gabi commença à chercher partout, et comme il ne trouva rien, pas même un indice, il s'éloigna de Groincourt pour étendre sa zone de recherche. C'est ainsi qu'il traversa tout le murder et qu'il se retrouva en ce jour à chercher son colis derrière les meubles de la ferme à Perrault. « Et vous avez cherché votre colis dans tout le murder ?»« Bah bien sûr, je n'ai pas le choix si je veux être payé. » Sans prêter plus attention à son interlocuteur, Jules déposa Fenrir sur le comptoir. « Cet animal est mort, » dit Gabi. « Sans déconner. Vous comptez le manger ? Ça ne va pas la tête. Il s'agit de mon loup domestique. Ah, autant pour moi. Vous allez le ressusciter alors ?» Jules marqua un temps d'arrêt. « Le quoi ? Le ressusciter. Le ramener à la vie si vous préférez. » « Mais ce n'est pas possible. Vous vous trompez. Je reviens de Pont-Sombre. C'est une drôle de ville si vous voulez mon avis. Mais elle regorge de nécromanciens et d'exorcistes. Et vous pensez qu'il pourrait ressusciter mon loup ? Ah, mais je peux même vous le confirmer puisque j'ai assisté à une résurrection. Un type a voulu réanimer sa sœur parce qu'elle lui devait de l'argent. Quand elle est revenue, il l'a de suite engueulée. Vous auriez vu la scène. Et le pire c'est, vous pourriez m'emmener là-bas, à Pont-Sombre ? Oui, c'est possible, oui. Mais là, il va faire nuit. Je ne pense pas que vous allez passer la nuit ici. On partira demain matin. Eh bien, Très bien. D'accord. Si cela peut vous rendre votre animal, je veux bien vous accompagner. Jules entraîna Gabi à travers les pièces de la ferme. Il l'invita tout d'abord à manger un repas modeste. Ils discutèrent un peu. Puis Jules emmena Gabi vers sa chambre, lui fournit oreiller et couverture, puis s'en alla dans sa chambre personnelle, le cœur lourd mais teinté d'espoir. Jules réveilla Gabi d'Enflamme dès le lever du soleil et les deux hommes se préparèrent. Gabi tenta plusieurs fois de lancer la conversation, mais le dresseur était peu loquace. Ils progressèrent tous deux et l'enthousiasme de Gabi provoquait irrémédiablement le mutisme de Jules, déjà fatigué par le corps sans vie de Fenrir sur le dos. Lors d'une pause, Gabi sortit de sa besace des petits feuilletés à la crevette et à la saucisse, ce qui détendit légèrement Jules qui s'ouvrit enfin à la discussion. Puis ils repartirent quand, plus loin, ils aperçurent 4 harpies dans le ciel. Ces dernières avaient également repéré les voyageurs et elles tentaient, de manière très désorganisée, des attaques à pic. Lors d'une de ces attaques, Gabi saisit par la nuque l'une des harpies, la plaqua au sol et lui enfonça son épée dans cette même nuque. Jules était armé de son arbalète, mais il n'était pas très habile et son carreau se logea, non pas dans sa cible, mais dans l'épaule gauche de Gabi qui hurla de douleur. « Ouah, putain mais quel con, vise mieux que ça !» Mais une harpie fonça très rapidement sur Gabi. Ne voulant pas prendre de risque cette fois, Jules délaissa son arbalète et fonça vers son camarade. Armé de ses griffes d'Enval, il trancha en deux la harpie juste avant qu'elle n'atteigne Gabi. Tandis que les deux dernières harpies rôdaient dans le ciel, Jules profita de ce répit pour déloger le carreau d'arbalète et soigna primairement l'épaule de sa victime collatérale. Mais avant qu'il termine, une troisième harpie bondit sur l'épaule endolorie du livreur. Jules, dans un réflexe inattendu, lui trancha la tête avant que la bête ne fasse de sérieux dégâts. Tandis que la dernière harpie prit la fuite, Jules s'occupa de nouveau de l'épaule de Gabi, en lui présentant ses plus plates excuses. Une fois remis sur pied, Gabi reprit la route devant Jules. « Je m'excuse encore, Gabi. J'ai vraiment été très maladroit. »« Oh, ce n'est rien. J'en ai vu d'autres, ne t'inquiète pas. » Tandis qu'ils progressaient dans une zone plus étendue, ils entendirent des petits bruits au loin. Puis, plus distinctement. Trois silhouettes, pas plus grandes que des nains. Des têtes rondes et plates, et chacune d'elles d'une couleur différente. Rose, verte et bleue. Elles étaient armées de lances et d'épées et se dirigèrent vers Jules et Gabi qui observaient la scène. Puis le vent se leva et une bourrasque entraîna les 3 étranges créatures bien loin, à plusieurs lieues, laissant les 2 voyageurs dans l'expectative la plus totale.
C'était quoi ça? Je n'en ai aucune idée. Ils reprirent leur route tandis qu'ils continuaient de s'interroger sur cette scène inattendue. Après quelques heures de marche, ils atteignirent enfin Pont-Sombre. Comme son nom l'indiquait assez bien, l'endroit était évidemment sombre, et ses citoyens inquiétants. Jules et Gaby arpentèrent la ville, découvrant tavernes et commerces étranges, croisant énormément de mages, et de drôles d'odeurs enivraient certaines zones. Puis Jules et Gaby s'arrêtèrent devant une tente précaire, trouée et à deux doigts de s'écrouler. Ils s'arrêtèrent car Gaby avait lu sur la pancarte de la tente « Calan Sylvac, nécromancienne ». « Je crois qu'on a trouvé ce qu'il nous faut », déclara Gaby. Les deux hommes entrèrent pour découvrir une étrange femme, mince, la peau mate, une longue chevelure blanche, mais surtout des yeux absolument noirs. Jules n'était pas des plus rassurés. Après un échange d'amabilité, il prit la parole. « J'ai mon animal de compagnie qui s'est fait... par un vilain monsieur. Et j'aurais voulu savoir si vous pouviez le ressusciter. »« Je peux. Et combien de pièces d'or vous faut-il ? » ?»« Allez, 5 pièces d'or et ce sera très bien. J'accepte. » Sous l'œil de Gaby et Jules, Calan Sylvac s'empara du loup et le déposa sur un autel. Elle déposa plusieurs bougies afin de l'encercler. Elle enfuma Fenrir avec un encens spécial, badigeonna son corps de potions très étranges, puis commença à parler dans un dialecte incompréhensible. Au bout de longues minutes, rien ne se passa. « Je suis désolé. Je n'y arrive pas. »« Mais qu'est-ce que je vais faire ?» s'alerta Jules. « Et puis, j'ai fait tout ce chemin pour rien ?»« Écoutez, j'ai peut-être une solution, » déclara Calan. « Il existe un autre nécromancien, mais il ne vit pas à Pont-Sombre. Par contre, il n'accepte que les résurrections de valeur. Je ne le connais pas personnellement, mais plusieurs personnes s'y sont rendues et n'en sont jamais revenues. Je vous informe, mais je ne vous conseille pas vraiment d'y aller. J'ai déjà parcouru beaucoup de chemin pour parvenir jusqu'ici. Ce n'est pas une demi-journée de marche qui m'arrêtera. »« Ouais, ça c'est bien dit, » clama Gaby. « Sinon il y a un exorciste à côté, » dit Calan. « Mais il n'est pas donné. »« Ah ? Eh ben on va commencer par là alors. » Jules et Gaby quittèrent la tente de Calan et se dirigèrent dans la maison voisine. Une maison en briques noires. 2 brasiers rouges illuminaient sa plaque. En entrant, ils découvrirent un homme occupé derrière un comptoir. Mais l'œil de Jules fut d'abord attiré par une étrange affiche représentant 3 guerriers dont les silhouettes rondes lui paraissaient familières. En bas de l'affiche, on pouvait y lire « Le peuple de Mousse ». « Hé !» s'annonça Jules. « S'il vous plaît !» L'homme leva la tête en direction de Jules et abandonna sa tâche. « Amorce pour vous servir. En quoi puis-je vous être utile ? Vous pouvez me dire ce que c'est le peuple de Mousse ? » ?»« Ah oui, le peuple de Mousse. Des créatures célestes. Personne ne sait d'où elles viennent, c'est comme les licornes. On sait juste qu'elles s'attaquent parfois aux voyageurs. Et jusqu'à maintenant, elles sont restées invincibles. Mais paraît-il qu'on peut les neutraliser d'un souffle. Personnellement, je trouve ça un tantinet absurde. Je suis venu vous voir pour une toute autre chose en réalité. Est-ce que vous pourriez ressusciter mon loup ? Bien sûr, mon ami. Je ne vous demanderai que 15 000 pièces d'or. Mais c'est de l'escroquerie pure. C'est un prix raisonnable, monsieur. Si cela vous ne convient pas, vous pouvez repartir. Jules ne s'éternisa pas plus longtemps. Dehors, Calan discutait avec Gaby. Jules, j'ai parlé avec notre amie nécromancienne et elle accepte de nous accompagner jusqu'à Orochimaron. Orochimaron ? Ouais, c'est le nom du nécromancien qui vit dans les hauteurs. Ainsi, Calan rejoignit le groupe. Ils passèrent d'abord dans un commerce, l'occasion pour Calan de s'offrir une paire de dagues ventrales tandis que Gaby se payait une masse cloutée. Après leurs achats, ils se dirigèrent vers la sortie de la ville, mais 2 sorciers alpaguèrent Calan. Hé, regarde, c'est l'autre tâche qui ne sait rien faire de ses sorts. Ah ouais, la fameuse nécromancienne qui a peur des morts. Ha ha ha. Calan se tourna vers eux. J'ai 2 potes avec moi et on va vous défoncer. La menace fut si efficace que les 2 sorciers prirent la fuite en courant. Débarrassés de ces gêneurs, Calan ouvrit la voie pour Jules et Gaby, tandis qu'ils empruntèrent des chemins sinueux. Durant le trajet, Calan Sylvac raconta son histoire. Calan était la fille du redouté et puissant nécromancien Garak Sylvac. Craint de par le monde, Garak s'était alors réfugié dans une forteresse au milieu de la mer qu'il protégeait à l'aide d'une armée de morts qu'il avait lui-même invoquée dans les profondeurs de l'océan. Se faisant vieux, il transmit son savoir à ses 2 enfants, Calan et Silk. Si le fils aîné se montrait particulièrement habile, il en était tout autre pour sa jeune sœur, au caractère naïf et sensible.
Furieux et désespéré, Garak bannit sa fille du royaume et lui pria de ne revenir qu'une fois qu'elle serait prête à devenir une vraie Sylvahac. Alors, Kalan parcourut un vaste monde qu'elle ne connaissait pas, et ses aventures lui permirent la maîtrise des portails interdimensionnels. Ainsi, elle voyagea à travers les mondes parallèles. Elle fut, au gré de ses pérégrinations, la rencontre d'une vieille voyante qui lui révéla son avenir. Elle fut alors au cœur d'un conflit fraternel entre deux sœurs jumelles. Elle combattit les pilleurs d'artefacts. Elle sauva tout un village des attaques de loups virulents, entre autres épisodes. Puis Kalan voyagea jusqu'au Murder. Elle y découvrit un monde étrange, incohérent et en proie au chaos. Et curieusement, ses talents s'étaient amoindris. Elle ne pouvait plus voyager à travers les portails. Prisonnière de ce monde et lestée de ses pouvoirs, elle installa une boutique à Pont-Sombre, rare ville qui acceptait les nécromanciens afin de gagner un minimum sa croûte grâce aux quelques sorts qu'elle était capable d'accomplir. Elle vivait ainsi péniblement jusqu'à croiser la route de Jules Lapéro et Gabi Denflamme. Alors qu'elle racontait quelques-unes de ses aventures à Jules et Gabi, elle fut interrompue par des petits bruits au loin, puis plus distinctement. Trois silhouettes pas plus grandes que des nains, des têtes rondes et plates, et chacune d'entre elles d'une couleur différente, rose, verte et bleue. Elles étaient armées de lances et d'épées et se dirigèrent vers Kalan, Jules et Gabi qui observaient la scène. Puis le vent se leva et une bourrasque entraîna les trois étranges créatures bien loin, à plusieurs lieues. « C'était quoi ces trucs ?» demanda Kalan. « Aucune idée » répondit Gabi, « mais c'est la seconde fois qu'on les croise. » Sans s'attarder, ils reprirent leur route. Et quelques lieues plus tard, les voyageurs atteignirent un pont suspendu plutôt précaire. « Il faut qu'on traverse ce pont » déclara Kalan. « On n'a pas le choix, c'est le seul chemin. » « Eh bah allons-y » répondit Jules. Ouais mais non, ce pont m'a l'air bien casse-gueule » rétorqua Gabi. « On devrait passer un par un » conseilla Kalan. « D'accord, mais qui passe en premier » demanda Jules. Après s'être regardé, Gabi prit l'initiative d'avancer le premier. Il prit toutes les précautions, manqua de tomber sous le poids d'une planche qui se brisa, mais parvint finalement à l'autre bout sans trop d'encombre. Puis ce fut au tour de Kalan qui traversa le pont tout à fait normalement, sans même s'inquiéter des risques. Étonné, Jules se dit que ce pont était finalement très solide. Il traversa à grandes enjambées, sous l'œil inquiet de Gabi, quand soudain, Jules atteignit l'autre bout aussi. Soulagés, ils reprirent leur route. Ils atteignirent enfin l'antre d'Orochimaru. Mais au même moment, ils entendirent des petits bruits au loin, puis plus distinctement. Trois silhouettes pas plus grandes que des nains, des têtes rondes et plates, et chacune d'elles d'une couleur différente. Rose, verte et bleue. Elles étaient armées de lances et d'épées et se dirigèrent vers Kalan, Jules et Gabi qui observaient la scène. Il n'y avait pas de vent cette fois, si tant est que les silhouettes étaient toujours plus proches. Des silhouettes que Jules avait reconnues. « On souffle !» hurla le dresseur. Jules, Kalan et Gabi soufflèrent en direction des trois silhouettes, ce qui les entraîna bien loin, à plusieurs lieues. Puis les trois aventuriers, eux, se tournèrent en direction de l'antre. Tandis qu'ils se rapprochaient, un serpent apparut. Il se dressa devant eux et parla. « Si vous voulez pénétrer en ce lieu et rencontrer le maître Orochi, vous devrez répondre à une question. Si vous vous trompez, un sort pire que la mort vous sera réservé. »« Très bien, on est prêt !» Le serpent se releva un peu plus. « Qu'est-ce qui est jaune et qui attend ?» Kalan, Gabi et Jules se regardèrent. Ils n'avaient pas la référence. Ce coup-ci, il faut la jouer à l'intelligence, conseilla Gabi. Mais il y a tellement de choses jaunes qui peuvent attendre, s'inquiéta Kalan. Jonathan s'exclama Jules. Le serpent s'écarta de l'entrée et disparut dans les feuillages. Bon, bah voilà, on peut entrer, déclara Gabi. Ils pénétrèrent dans l'antre, un endroit plutôt sombre et sec. Gabi s'avança le premier quand il reçut un violent coup de poing dans la figure. Le livreur se laissa tomber, complètement sonné. Deux hommes lézards se tenaient maintenant devant eux. « Absorption d'énergie » hurla Kalan. Le sang de la nécromancienne toucha l'un des ennemis, qui s'écroula soudainement de fatigue. Posté légèrement en retrait, Jules s'équipa de son arbalète, visa l'homme lézard et tira en plein milieu de l'épaule droite de Gabi. Le tir complètement raté de Jules eut toutefois le bénéfice de réveiller Gabi de sa léthargie, au point que le livreur s'arma de sa masse cloutée pour éclater le crâne de l'homme lézard qui lui faisait face. Sauf que ce dernier esquiva et infligea un second coup de poing en pleine face de Gabi, qui s'écroula de nouveau sur le sol. « Bon, ça suffit !» s'emporta Kalan. « On n'est pas là pour ça !» L'homme lézard qui s'apprêtait à achever Gabi se tourna stupéfait vers Kalan, qui s'expliqua. « On est venu voir Orochimaru !»
Ok, bah, allez-y, c'est par là. Et l'homme lézard s'éloigna, laissant les aventuriers et son congénère seuls. Il faut qu'on soigne Gabi, dit Jules. On ne va pas l'abandonner. Bah oui, sur qui d'autre tu vas tirer sinon? Oh, ça va. Jules retira son carreau de l'épaule, effectua de nouveaux soins et Gabi se remit vite sur pied. Plus loin, ils tombèrent sur une porte close. Une gravure indiquait pour ouvrir, prononcer l'allocution pour les situations désastreuses. Les aventuriers se regardèrent. On est dans la merde, déclara Jules. Et la porte s'ouvrit, laissant les aventuriers bouche bée, mais ils ne se firent pas prier pour entrer. Callan, Gabi et Jules entrèrent dans une gigantesque salle carrelée. Au fond, une estrade, puis un autel, mais surtout une créature très étrange. Un énorme corps de cobra surplombé d'une tête humaine. D'une voix grave, la créature prit la parole. « Bienvenue dans mon antre, et félicitations à vous pour être parvenus jusqu'ici. Rares sont les aventuriers qui franchissent la porte principale et qui survivent. Si vous êtes là, c'est que vous avez une requête importante. Je vous écoute. Je suis Orochimaron. » Un serpent parapluie, glissa Gabi à l'oreille de Jules. On vient pour que vous ressuscitiez mon loup. Il y a sur le sol un carrelage où sont représentées des cases. Déposez autant de pièces d'or que vous comptez de cases. Si vous réussissez, j'accomplirai le rituel. Dans le cas contraire, vous rejoindrez le loup dans l'autre monde. Les aventuriers remarquèrent effectivement un tracé particulier sur le sol. Jules déposa Fenrir sur l'autel, puis commença à compter au même titre que Callan et Gabi. 25, déclara Jules. Non, 26. Oh merde, non. Il y en a plus que ça. Moi, j'en compte 34, répondit Callan. Tu as compté celui-là? Ah ouais, non. Gabi observa ses camarades, mais resta silencieux. Du coup, il y en aurait 38, affirma Callan. Très bien, on va dire 38 alors. Jules extirpa 38 pièces d'or de sa bourse et les déposa sur l'autel. Non, attends, hurla Callan. Tu ne trouves pas que c'est trop facile? Le nécromanciel venait de provoquer un instant de panique auprès de ses camarades. Bien, reprenons les comptes, déclara Jules. Alors, on avait dit 8 et 8, 16, 16 et 2, 18. Pour tous ceux de cette taille-là, on est d'accord. Oui, confirma simplement Callan. Après 8 autres petits, donc 18 plus 16. Les petits? Ah oui! Bah, ces ensembles de 4 là, ça fait 18 de cette taille-là. Après, on en rajoute 8 pour les tout petits. Après, il y en a un ici, déclara Gabi. Les aventuriers se creusaient la tête car ils ne voulaient pas se tromper. Finalement, ils se mirent d'accord sur le nombre 40. Jules déposa 2 pièces supplémentaires sur l'autel et confirma sa décision d'un geste de la tête. Sans un mot, Orochimaron se rapprocha de l'autel. Il prononça quelques mots et Fenrir, au même titre que les pièces d'or, lévitait à quelques centimètres de hauteur de l'autel. Une aura lumineuse aveugla les aventuriers, puis ils purent distinguer l'une des pattes de Fenrir se raidir et se replier. Puis ce fut toutes les pattes qui gigotaient. Puis plus rien. Le corps redevint inerte. Les pièces, elles, avaient été absorbées. Par sa magie, Orochimaron déposa de nouveau le loup sur l'autel. Puis un long silence se fit. Jules ne lâchait pas Fenrir des yeux. C'est alors qu'il le vit se mouvoir, levant la gueule et bâilla. « Fenrir !» hurla le dresseur. Et Fenrir regarda son maître, puis lui tourna le dos, descendit de l'autel, renifla Orochimaron et s'agita contre lui. « Ah non, merde! Ça ne va pas déjà recommencer !»« C'est très gênant, » déclara Orochimaron, qui tremblait des à-coups de Fenrir. Finalement, Fenrir sauta dans les bras de Jules. Les deux amis se retrouvaient enfin. Après leur chaleureuse retrouvaille, Jules remercia très généreusement Callan et Gabi de l'avoir aidé. Puis ils quittèrent tous ensemble l'antre d'Orochimaron. En sortant, ils tombèrent sur une femme tout aussi élégante que très puissante. « Mes félicitations, jeunes gens, commença-t-elle. Vous êtes ressortis vivants de l'antre d'Orochimaron. Cela faisait bien longtemps que ça n'était pas arrivé. Toutefois, pratiquer la magie noire est un acte condamnable. Et vous, elle fut interrompue par des petits bruits au loin. Puis, plus distinctement. Trois silhouettes pas plus grandes que des nains, des têtes rondes et plates, et chacune d'elles d'une couleur différente, rose, verte et bleue. Elles étaient armées de lances et d'épées et se dirigèrent vers la magicienne, Callan, Jules et Gabi qui observaient la scène. D'un simple geste de la main, la magicienne provoqua une légère brise
qui emporta les 3 silhouettes bien loin, à plusieurs lieues. « Je vous jure, commenta la magicienne. « Bon, qu'est-ce que vous nous voulez » demanda Gabi. « Je me présente, je suis Emmanuel, professeur réputé de l'université Chiquita. Je recherche des gens comme vous, des gens au talent particulier et qui n'ont rien à perdre, afin de rejoindre une unité spéciale dont je serai responsable. » « Et qu'est-ce qu'elle a de si spécial cette unité » demanda cette fois Jules. « Ça, je ne vous le dirai qu'une fois que vous aurez accepté. »« Et si on refuse » risqua Callan. « Je vous tue ?»« Bon, au moins c'est clair. »« Bah moi j'accepte » répondit Callan. « Et vous deux » dit Emmanuel en s'adressant à Gabi et Jules. Les deux hommes se regardèrent et d'un commun accord acceptèrent l'offre.